Bon midi à tous. Soyez les bienvenus en ce lundi 8 septembre 2025. Très heureux de vous retrouver une fois de plus pour la nouvelle saison du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Merci de prendre votre lunch encore pour une nouvelle année et on espère à chaque lundi, vous serez des nôtres. Un beau 45 minutes qu'on vous offre avec beaucoup de contenu. Mon nom est Jean-Pierre Dussault, coach, investisseur et animateur ce midi. Je suis en compagnie de notre président, Yvan Cournoyer. Salut Yvan. Salut JP, salut Jean-François. Salut tout le monde. Jean-François Picard, investisseur, coach également et plusieurs chapeaux, dont une casquette sur la tête ce midi. Yes. Bon, ça se passe bien. On voit que tu es dans un tournoi de golf corporatif. Exact. J'ai une chambre de commerce aujourd'hui, donc on rencontre plein de beaux entrepreneurs et investisseurs immobiliers aussi. Super. Ça fait partie du métier, hein? Le réseautage, les relations, les contacts. Bien sûr, on n'est pas confiné dans un rôle parce qu'on est investisseur immobilier à être seul. Le réseautage, ça fait partie de notre travail parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de relations, de support, on a besoin de fournisseurs, on a besoin d'avis professionnels. Donc, à ne pas négliger là, en ce début de rentrée. Yvan, comment ça va de ton côté? Passe un bel été? Ça va de mieux en mieux. Un été, je vous dirais, québécois. En fait, on est resté au Québec. On s'est reposé, en fait. On a profité pour faire l'acquisition d'une nouvelle propriété qu'on a tarie vendredi. Donc, bel été. On est frais et dispo pour partir, en fait, cette saison-là, qui est déjà partie hein, à Québec il y a 2 semaines, mais qui s'est poursuivie en fin de semaine avec le Bootcamp Go, Go, Go. Donc, une belle assistance de 80 personnes environ. Donc, on est là pour la suite des choses et aider les gens. Excellent, excellent. Bon, ben, c'est super. Ben, écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet pour le 204e épisode des Lunchs immobiliers. 3 experts pour vous ce midi, un 3 pour 1 et c'est questions-réponses sur l'immobilier. Donc, de façon générale, vous avez différentes questions. Ça peut toucher la recherche d'opportunités, donc la prospection, l'optimisation d'immeubles, l'analyse de rentabilité, les offres d'achat, le marché en général, les prêteurs privés, la visite des lieux et l'inspection en bâtiment, le financement. Donc, c'est l'occasion idéale d'obtenir des réponses précises, des idées inspirantes pour faire avancer vos projets. Et encore une fois, on est ravis de vous avoir avec nous. Et peut-être un commentaire aussi avant de commencer. On a vu que le week-end immersif, qu'on appelle le Boost Camp maintenant, a été donné à 12 000 investisseurs. Ça s'est fait sur presque 24 ans, depuis 2001, 2002. Et il faut penser qu'il y a de la place pour tout le monde. On a chacun nos marchés, chacun nos secteurs, chacun nos types d'immeubles, chacun notre façon de faire de l'immobilier, chalet locatif, Airbnb, peu importe. Donc, il faut penser, on est toujours étonné par la créativité des nouveaux investisseurs qui se joignent au club, qui arrivent avec une vision nouvelle, différente, rafraîchissante. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Le marché s'est par contre affiné et c'est de là l'importance de se former adéquatement. Mais rassurez-vous, il y en a qui ont acheté un immeuble au début de leur coaching. Il y en a qui en ont acheté quelques-uns, mais la terre est vaste, le Québec est vaste et on est tous dans des secteurs et dans des créneaux de marché différents. Donc, il y a de la place pour tout le monde. C'est bon? Excellent. Les amis, on vous invite à poser des questions, à peupler un peu le chat. On est là pour y répondre. Profitez-en. C'est un 3 pour 1, comme disait Jean-Pierre tantôt. Donc, des questions de tout ordre, recherche, analyse, gestion d'immeubles, optimisation, financement, marché. Donc, on est là. À date, il n'y a personne. Donc, je ne sais pas si Jean-François ou Jean-Pierre veut y aller avec un premier. Jean-François, écoute, on s'en parlait tout à l'heure. On côtoie tellement de monde. Tu as vu beaucoup de gens cet été. As-tu une ou 2 réflexions à partager de ce que tu entends qui peuvent peut-être bloquer ou limiter des investisseurs immobiliers? Ben oui, tu disais, le marché se raffine, donc les immeubles se vendent, sont affichés, du moins, on va dire, la vraie chose, sont affichés vraiment plus cher. Puis c'est correct, les vendeurs, ils s'essaient. Ça ne change pas nos calculs à nous. C'est important de rester sévère dans nos calculs. On ose faire des offres d'achat pareilles. Moi, le premier, on a fait beaucoup d'offres d'achat qui ne se sont pas conclues dernièrement parce qu'on n'est pas prêt à aller en dehors des braquettes de prix et des rentabilités qu'on a appris au club, qu'on enseigne au club. Donc, mais il faut quand même oser rentrer
dans le deal, pareil. Donc, on est, comme Jean-Pierre, tu nous as si bien enseigné, on y va de façon respectueuse. On offre le prix que nous, on trouve qui fait du sens dans nos calculs. Puis, en disant, je ne dis pas que ton immeuble vaut ça. C'est les enseignements de Jean-Pierre que je répète. On ne dit pas que ton immeuble vaut ça, mais moi, dans mon contexte d'affaires, je pourrais être prêt à payer tant. Donc, je suis là. Puis, ça fonctionne. Les immeubles, des fois, qu'ils demandent vraiment over du prix. Ils reçoivent des offres d'achat au prix demandé, mais les gens négocient par après, puis les gens deviennent un peu échaudés de la situation, ou des fois, ça se ramasse même au financement qui tombe, des mises de fonds supplémentaires qui sont demandées, bien sûr. Si c'est au-delà de la valeur économique, les mises de fonds supplémentaires vont sortir des fois à la dernière minute parce que la personne qui a fait un offre n'avait pas la connaissance. On reste patient, puis on reste dans le deal. Des fois, on est dans le troisième rang, quatrième rang. Puis souvent, quand on a bien calculé, ben, ça va des fois revenir à nous. Fait qu'il faut rester patient puis dans l'action, tant qu'à moi. Il faut faire des offres pareilles. Très, très bon, Jeff. Et je rebondis là-dessus. Ce matin, j'avais un appel de coaching avec une personne. C'est un immeuble qui est sorti, je pense que c'est sur Marketplace ou Kijiji ou les packs, peu importe. On fait attention, les amis, c'est pas parce que ça sort dans les petites annonces que c'est une aubaine. Des fois, c'est un propriétaire vendeur un peu trop informé, un peu trop opportuniste, qui a peut-être consulté des courtiers, qui a peut-être consulté des évaluateurs agréés, puis qui, là, veut pas payer de commission, mais il veut le top du marché. Donc, c'est pas parce qu'on voit quelque chose sur des petites annonces, c'est pas un marché aux puces, que ça veut dire qu'on a un immeuble au rabais. Et si ça ne convient pas et qu'on est très loin de la pine et que ça vient de sortir, perdez pas votre temps. Souvent, comme disait Jean-François, on garde ses standards, on garde ses critères et des fois, une poignée de main en disant, écoutez, ça ne rencontre pas, moi, mes critères d'investissement. Donc, à ce stade-ci, je vais passer. Puis des fois, même de ne pas sortir de prix vous permet de garder du lustre. Ce matin, c'est un immeuble autour de 825-850 000, puis on arrivait avec une valeur économique vers 625 000. On ne veut pas l'insulter, puis on ne veut pas se brûler. Comme le disait Jeff, peut-être qu'il va cheminer sur le temps. Des offres qui vont tomber, il va s'apercevoir que ça ne se finance pas, etc. Il va se souvenir que vous vous êtes identifié comme un ou une investisseur qui était prêt à bouger, qui était agréable, qui avait une mise de fonds, qui était liquide. Parce qu'on le sait, quand on trouve un bon achat, on trouve aussi la mise de fonds, on trouve l'argent. Donc, des fois, la meilleure décision, c'est de se retirer quand ça ne convient pas. Et négligez pas, s'il vous plaît, la prospection hors marché. N'attendez pas seulement après ce qui sort sur Centris, sur les petites annonces. Donc, on veut s'illustrer comme étant la solution dans la vie des gens et on veut les prospecter et c'est une question de timing. Donc, quand les gens nous disent « Ouais, mais ils ont reçu déjà des dizaines de lettres depuis des années », écoutez, on est le 8 septembre 2025. La vie n'est pas pareille qu'il y a 6 mois, qu'il y a 1 an pour tout le monde. Donc, il s'agit que vous arriviez dans le bon moment. Maladie, retraite, écœur en titre, tout ce que vous voulez. Puis là, vous devenez la solution. Parce que vous cognez à la porte au bon moment de quelqu'un qui n'était pas à vendre et vous vous démontrez comme étant la meilleure solution en étant très convaincant. Donc, voilà, petite intro. Merci, merci les boys pour cette mise en bouche. Très bien réussi. On a une question de Serge Tousignan, en fait, un habitué des soirées du club et du coaching. Donc, combien de temps doit-on garder les informations sur les anciens locataires, tels que les demandes de location, les baux, les avis de reconduction, etc.? Jean-Pierre, monsieur Gestion. Ben, c'est pas, on n'est pas par rapport au fisc, hein, Serge, que je salue, effectivement, est un ami du club. On n'est pas par rapport à Revenu Québec, Revenu Canada. C'est de l'information. Moi, je connais plusieurs propriétaires qui vont détruire lorsque la personne a quitté. Parce que de toute façon, ça revient dans un de vos immeubles dans 2 ans, sa situation va changer. Elle va remplir à nouveau une demande de location, une enquête de crédit. Donc, pour ne pas s'embourber, je sais qu'on peut évidemment tout numériser, mais pour libérer de l'espace sur vos drives, peu importe ce que c'est. Moi, je pense que quand la relation d'affaires est terminée, on peut détruire, on peut passer à autre chose. Parce qu'on a un nouveau bail à présenter au prêteur. On va avoir éventuellement d'autres avis de renouvellement. Donc, Jeff, qu'est-ce que tu en penses? Même chose pour nous. Là, on conserve une information sommaire là,
comme un tel locataire, parce que comme tu dis, il va peut-être en revenir dans notre parc immobilier. On se garde des notes sur la personne dans sa fiche contact, mais le reste on le flush. Moi, j'aurais tendance à quand même à garder pour le fisc des locataires qui ont quitté, qui ont eu des jugements contre eux, parce que Ah ben oui. le fisc vient nous challenger. Comment ça se fait? Tu avais moins de revenus cette année-là? Ouais, écoute, c'est parce que j'en ai mis 2 dehors. Il y en a 2 qui ont quitté, que j'ai évincé pour non-paiement. Voici les preuves. Tu sais. Sinon, ça serait trop facile de ne pas déclarer des revenus en disant ben, j'avais pas de locataire. Tu sais. Donc, fiscalement parlant, gardez-les surtout pour ce qui est des évincements puis des. Ouais. Oh, oui, dès qu'il y a un jugement, ça, je suis d'accord, tout à fait, Yvan, on se Absolument. protège. Autrement, il est parti le 30 juin 2025, on passe à d'autres choses, il n'y a rien eu de spécial. Moi, je pense que vous pouvez discarter à ce moment-là. Excellent. On y est avec Sandra. Sandra Leduc-Thibault, qu'on salue d'ailleurs. Merci, Sandra. Qu'on salue et qu'on remercie avec Mehdi, Eric, un beau trio qui nous supporte en passant. Donc, Sandra qui s'occupe de la logistique préparation, Mehdi qui est en régie, Eric qui s'occupe des communications marketing. Merci. Sandra. Qui pose la question, en fait, quelle est la plus grande erreur que vous avez faite en immobilier et qu'avez-vous appris? JF, tu en as fait sûrement des belles expériences? J'en ai fait des belles erreurs. J'en ai fait une récemment. Arca pourrait vous en parler. Faire des achats un peu plus sur le coût de l'émotion, je dirais, qui est un petit peu moins. J'ai fait l'achat d'un triplex semi-commercial, qui était un achat plus émotif, que j'ai été prêt à payer un petit peu trop cher, justement, à cause du côté émotif. Je voulais vraiment la bâtisse dans le secteur, tout ça. Et ça va pas avoir été un bon coup finalement, mais beaucoup d'apprentissage là, de ce créneau-là, de ce secteur-là que ça m'a apporté. Mais financièrement, ça va pas avoir été bon. Et j'avais mis un petit peu de côté la rigueur des chiffres, puis on était plus dans OK, on va trouver une solution. Puis c'est un créneau que je connais moins. Donc, rester dans son créneau, puis vraiment mettre les émotions de côté là, quand on le veut un peu trop, ça m'était jamais arrivé sur des dizaines et des dizaines d'achats. Et ça a pesé trop fort dans la balance, peut-être. Tu sais. Fait que réussir à mettre ça de côté plus souvent. Donc, être un peu plus froid et un peu plus pragmatique là, dans les achats, là, ce serait mon conseil et l'erreur que j'ai faite récemment. Merci de l'humilité. Moi, j'en ai une à vous partager, en fait, de ne pas connaître assez son secteur, donc changer du secteur qu'on ne connaît pas vraiment, puis ne pas connaître assez les valeurs du secteur. Donc, c'était dans la lancée de 13 immeubles en 16 mois que puis là, je suis rendu bon, puis je connaissais ça, puis j'achetais pas de cash, puis c'était cool, mais acheter un immeuble à 1 heure et demie de chez moi qui était vraiment dans un secteur qui n'avait pas de potentiel. Il y avait 600 habitants, donc aucun potentiel de développer dans ce coin-là, mais j'achetais pas de cash, fait que un deal, on n'achète pas de cash, mais ce n'est pas nécessairement un deal parce qu'on n'achète pas de cash. Donc, en fait, c'est le seul immeuble que j'ai vendu avec mon partenaire de l'époque, qu'on a sorti de l'argent de nos poches chez le notaire pour s'en débarrasser. On avait essayé de le vendre à 4-5 reprises. On baissait le prix, baissait le prix, baissait le prix. Personne n'en voulait. Fait qu'on a sorti de l'argent de nos poches. M. Lépine, Jacques le comptait, ça, que c'est arrivé à un moment donné, qu'il avait rencontré quelqu'un qui avait sorti de l'argent de ses poches pour se débarrasser d'un immeuble. Puis moi, ça m'est arrivé quelques années plus tard. Donc, connaissez votre secteur. Parce que souvent, les gens ne connaissent pas assez les valeurs. La première étape, tant qu'à moi, c'est de choisir le secteur. Puis après, c'est de sortir tous les vendus. Tous les vendus pour se faire une idée, en fait, du secteur. Ce qu'on n'avait pas fait à l'époque, on s'était fié sur l'évaluation de la banque, hein, le rapport d'évaluateur, mais des fois, il existe des petits amis là-dedans, là, dans le financement, qui vont peut-être sortir une valeur pour que ça marche. Hein. Donc, on avait payé trop cher à l'époque. Donc, connaissez votre secteur, puis restez près de chez vous dans le créneau que vous connaissez bien. Là. Excellent, voilà. Excellent. Il y a des questions qui ont commencé à rentrer. Il y en a qui sont trop précises. Ce qu'on aurait dû vous dire dans les Q&R, dans les questions-réponses d'ordre général, quand c'est trop précis, malheureusement, on veut vraiment couvrir le plus de gens possible. Donc, quand c'est trop précis, prenez soit un appel de coaching si vous suivez le programme Élite ou encore un accompagnement privé à la carte, où est-ce que là, on va se pencher réellement sur votre propre situation très, très précise. Mais il y a quelques questions d'ordre général. Rapidement, je l'enseigne maintenant dans le cours sur la gestion, puis c'est dans notre livre. Moi, à mes débuts, peut-être de ne pas avoir cadré les communications, le respect sur ma propre vie
personnel où est-ce que là, ben, les locataires, évidemment, communiquent avec toi en tout temps, pensent que tu deviens un guichet automatique ou un livreur de pizza. Donc, je l'ai appris à la dure, c'est pour ça que j'insiste beaucoup maintenant sur les communications. Je vous le dis, je l'enseigne par courriel uniquement, répondu durant les heures d'affaires, de jour en semaine. Donc, même si vous avez une seule unité en location, un seul condo, exemple, les gens n'ont pas à savoir que c'est votre seule unité. Vous êtes un gestionnaire, une gestionnaire immobilier professionnel. Donc, on ramène du respect sur notre travail et de sorte qu'il n'y a pas de communication à l'extérieur de ça. Je sais que c'est tentant, pas de texto, pas de Messenger, pas de WhatsApp. Je vous donne ma recette. Je pense que Jeff, maintenant, l'applique aussi. Je pense qu'à tes débuts, toi aussi, tu te faisais Ah oui, rejoindre. j'ai appris à la dure. Ah oui, on veut le sauveur est disponible en tout temps. Puis ça fit quand quand t'as 4-5 locataires, là, mais quand le volume arrive, ça fonctionne plus. Puis ça les cadre aussi, ça diminue les attentes aussi de leur côté. Ils ne s'attendent pas à avoir une réponse instantanée. Puis quand c'est pas une urgence, bien sûr. Et ça, c'est correct. Puis on peut mettre en place des systèmes pour les urgences, parce que c'est sûr que si le plafond est en train de tomber d'un dégât d'eau, on veut qu'il y ait un canal de communication direct. Puis ça, il y a des compagnies qui prennent les calls d'urgence 24 heures sur 24 pour vraiment pas beaucoup d'argent. Fait que les appels la nuit, il faut que ça soit une centrale d'appel qui, eux, vont appeler le plombier. Donc, tu brises pas tes nuits, parce que sinon, si tu regardes les résumés des centrales d'appel, on se ferait réveiller pas mal à toutes les nuits. Il y a tout un petit quelque chose, hein. Cool. Quelques questions. Yvan, veux-tu y aller? Je pense, ben, tu Oui, en as peut-être déjà choisi, là, oui. ouais, on avait ici, je reviens à Maxime Gleaton. Mhm. Quelle est la façon de faire lorsqu'on achète un nouvel immeuble? Est-ce qu'on doit refaire les baux ou les bails? Pouvez-vous développer? Ça, c'est une question qui revient souvent. Il faut-tu refaire les bails quand on devient un nouveau propriétaire? Ouais, le bail suit l'immeuble. Les avis de renouvellement suivent l'immeuble. Autrement, ça n'aurait pas de fin. S'il y a des causes en suspens au TAL, ça va suivre l'immeuble également. Donc, non, pas besoin de refaire des baux. Il y en a qui le font pour essayer des fois de glisser des nouveaux règlements ou encore faut-il que le locataire l'accepte parce qu'il pourrait très bien dire non, moi j'ai un bail de 2012 puis je reste dessus. Quand il y a des changements, autrement, on les amène lors de nos avis de renouvellement. C'est là qu'on peut changer les conditions, le prix, bien sûr. Hein, donc, à chaque printemps, janvier, février, mars. Et là, on peut introduire parfois des nouveaux règlements. Je vous rappelle que le locataire n'est pas obligé de les accepter. Donc, il y a des façons, des fois, de présenter les choses. On peut y aller progressivement, peut-être une nouveauté par année. C'est pas vrai que s'il y avait 2 espaces de stationnement, que vous dites, ben, dorénavant, les parkings sont à 50 il l'acceptera peut-être pas instantanément. Donc, est-ce qu'on peut offrir, exemple, la première case de stationnement gratuite au renouvellement, mais que la deuxième sera payante? Donc, il y a des façons, tranquillement, d'introduire des changements. Je ne sais pas si ça répond de ton côté, Maxime. Sûrement. Avec les Oui, réponses complètes que tu donnes et ton, ton professionnalisme, c'est sûr que c'est répondu. on essaie. Ensuite, peut-être Jean-François, est-ce qu'il existe des blacklists pour les mauvais locataires? C'est une question aussi qui revient souvent. On aimerait ça Ah oui, avoir une absolument. liste en fait, des mauvais locataires. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir si la personne est à problème? Ben oui, on s'en fait toujours à l'interne, donc on fait attention avec le partage public de ça, bien sûr, parce que des fois, ça vient avec du jugement de certains causes, de certains points. Mais nous, à l'interne, on en a, c'est sûr. Puis il y a des gens qui ont plusieurs Facebook, puis là, ils essayent de. Sur un Facebook, il y a un chien, sur l'autre, ils n'en ont pas, puis là, ils essayent de se glisser. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait toujours une enquête de prélocation super importante. On a nos amis de la Corpic qui offrent un super service en ligne. C'est vraiment pas dispendieux. On en a pour à peu près 50 charge qu'on peut ou pas charger au locataire, mais on vient avoir le portrait complet de la personne. On s'assure d'avoir la vraie personne. On s'assure d'avoir, entre autres, la bonne adresse, numéro d'assurance sociale. Donc là, on a le portrait complet. Fait qu'il y a eu un dossier criminel il y a 15 ans, on va le savoir. Donc, ça, encore, plusieurs propriétaires ne font pas d'enquête de prélocation, puis ils vont au feeling. Ce que je faisais au début, par erreur. Donc, on veut avoir le portrait complet. Même si on a un bon feeling, même si la personne elle a l'air super, on ne sait jamais les dessous. Donc, faites toujours une enquête de prélocation.
C'est mon conseil. Absolument. Puis c'est sur le retour de la demande de location. Vous allez faire vos visites. Et là, ils vont dire, ah, je le prends, je le prends. Oh, ouais, moi, c'est réglé, je le prends. Ça me convient. Écoutez, il y a un processus de location au même titre que si des gens débarquent avec de l'argent cash. Moi, ça m'est déjà arrivé. 6 mois cash sur la table. Un appartement tout meublé, tout équipé. Donc, évidemment, les services étaient inclus. C'était quelqu'un qui ne voulait pas avoir affaire avec Hydro-Québec, avec Vidéotron, tout ça. Ça peut être tentant, 6 mois cash allongé. On ne touche pas à ça. Écoutez, on a des processus, puis on parle toujours au nous. C'est un conseil, on vous répète souvent au club. Gardez de la distance. Distance égale puissance. Gardez de la distance avec vos locataires. On parle au nous. Écoutez, il y a un processus de location. On envoie la demande de location et c'est sur le retour. Oui, mais je te le dis que je le prends, moi. Je te le dis, je le prends, là. Écoutez, on envoie une demande de location et c'est sur le retour, selon la qualité de l'information. On va vous mettre tout ce qui est requis. C'est là que vous discernez les candidats sérieux et les moins sérieux. Donc, je pourrais bonifier ça sur un conseil que Jacques donnait à l'époque, qui est encore valide et qui va toujours l'être, mais mieux vaut un logement vide que mal loué. J'ai écrit un article dans les affaires là-dessus. Tu sais, on a tendance des fois, notre cash flow il est plus difficile, il faut améliorer notre cash flow, il faut que je rentre quelqu'un, mais on baisse les gardes. Puis une fois qu'il est rentré, il dérange les autres locataires, il endommage la propriété, il vous dérange, il ne paye pas, il est dur à sortir. Donc, vous êtes mieux d'être patient puis de peut-être absorber un mois ou deux à la limite pas de loyer en fait qui rentre, mais de louer à la bonne personne. Tu sais. Je pense qu'il y a de quoi qui veut. Écoute, c'est le meilleur conseil de la journée. Écoutez ça, là, ce qu'Yvan vient de dire, là, mieux vaut un logement vacant que mal loué. Je comprends là, qu'on veut louer, on n'aime pas ça, notre triplex. Il y en a un qui est vacant, c'est le tiers de notre investissement. Mais les maux de tête qui vont venir avec, là, tout ce qu'Yvan a énuméré, les non-paiements, le dérangement dans l'immeuble, le trouble, écoutez, là, ça pourrait vous créer là, des gros soucis, de l'insomnie, des ulcères. Juste pour dire que vous l'avez loué. Ouais, je l'ai loué. Non, on veut louer au meilleur candidat possible. Puis l'argent est très mauvaise conseillère. Je le sais, quand on a rénové puis qu'on a mis 20, 30 000 dans un logement, on a hâte que le cash rentre. Mais s'il vous plaît, baissez pas vos standards, baissez pas votre garde. Votre 10 sur 10 est à quelques jours d'arriver. C'est bon? Jeff, un complément? Non, c'est ça, c'est vraiment important d'être patient. Puis on le vit au début, on ne peut pas se le permettre, on ne peut pas, mais quand quelqu'un rentre et que ça fait 6 mois qu'il n'a pas payé, la charge est pas mal plus lourde. Puis à cause de cette personne-là, les mois vacants que tu n'as pas voulu avoir au début, tu vas les avoir. Tu vas les avoir à un moment donné plus loin. Donc, il faut se mettre en situation de pouvoir être patient, puis l'être. Puis souvent, ceux qui ont des problèmes de cash flow, parce que le logement n'est pas loué, c'est qu'ils ne font pas assez d'efforts également pour louer. Il suffit sur une plateforme. On l'enseigne au club. Si on veut trouver des deals, ça prend le soleil de l'abondance. Il faut tout mettre les rayons en place. C'est la même chose pour la location. Plus vous allez être vu, mieux vous allez louer. Ce n'est pas juste se fier à une plateforme. On ne se fie pas juste à Marketplace. On met des annonces dans Kijiji, dans les packs, Kangaloo, des petites annonces dans les journaux de quartier. Plus qu'on est vu, mieux on va louer, plus cher et plus rentable sera notre investissement, puis notre qualité de vie, aussi notre paix d'esprit sera améliorée par le fait même. Plus c'est vu, plus ça loue. Vraiment, vraiment. Dans les questions, José Langevin, à 12h13, Yvan, je ne sais pas si tu veux la prendre. Avec qui doit-on faire affaire pour les recherches quand on est prêt? Ma préapprobation est faite, mais je ne sais pas où regarder. Attendez, je vais vous l'afficher ici à l'écran. Voilà. Donc, beaucoup de choses là-dedans. Veux-tu commencer, Yvan? Ou, Ben, vas-y, puis je vais bonifier. Oui, OK. Avec qui on fait affaire avec les recherches? Ben, comme on l'a dit plus tôt, José, on définit son secteur. Et ensuite, on peut regarder ce qui est sur le marché, assurément. Tu peux regarder Centris, tu peux regarder partout pour commencer à te faire une tête. Au niveau de la préapprobation, ça, c'est davantage en financement résidentiel, en 4 logements et moins, où est-ce que là, c'est nos ratios personnels, ATD, ABD, qui vont rentrer en ligne de compte. Par contre, une préapprobation pour un 5 et plus, un financement commercial, ça ne s'applique pas. Ça va dépendre de la qualité de l'achat, de ce que tu trouves. Je ne sais pas où regarder. Ça va être toi. À qui on doit faire affaire, ça va être avec toi-même. C'est pour ça que le club est là, pour vous apprendre à faire vos propres recherches, à devenir autonome, à devenir des femmes et des hommes d'affaires avec une vision,
C'est vous qui êtes en contrôle de votre recherche, de votre prospection. Donc, on ne peut pas vraiment déléguer ça, là. Je sais qu'il y en a qui engagent des gens pour faire des appels en prospection, mais en bout de course, si j'étais toi, forme-toi, sache comment évaluer un bon achat, entre autres avec le cours du calcul de rentabilité, le cours sur le cruncher qu'on enseigne au club. Moi, je commencerai peut-être avec la formation. Yvan parlait du soleil d'abondance. On l'enseigne lors de la fin de semaine intensive, le Boost Camp. On l'enseigne aussi dans le programme Elite Coaching Mentorat. Mais en bout de course, José, là, on apprend aux gens à contrôler la rondelle et à ne pas la laisser aux autres. Hein, si on ne s'organise pas, on se fait organiser dans la vie, là. Ouais, comme disait Jean-Pierre, pour bonifier, on se fie à soi-même. Il y a quand même, il ne faut pas négliger les courtiers. Ils peuvent être une bonne source quand même de deal. Il ne faut pas se fier juste aux courtiers, mais il ne faut pas les négliger non plus. Donc, courtier qui t'envoie des listings, c'est quand même excellent. Puis je dirais de te fier aussi à Internet, de créer tes alertes passives en premier. Créer tes alertes pour que les deals rentrent pendant que tu vas aller faire des recherches actives. Pendant que tu vas aller faire du farming, comme on enseigne au club, pendant que tu vas aller faire du réseautage pour faire des contacts. La machine d'Internet va fonctionner pour toi en créant des alertes sur Kijiji, les packs, Google, acquisition.biz. Il y a une série, en fait, du proprio, une série d'alertes qu'on peut créer. On place des annonces sur Kijiji, les packs, comme quoi on est investisseur aussi. Donc, ces trois méthodes-là, courtier, alerte et placer des annonces comme investisseur, c'est de la recherche passive qui va venir par la suite. Au même titre qu'on veut des revenus passifs le plus tôt possible dans notre carrière. On ne veut pas les acheter nos immeubles à 65 ans, on veut les acheter le plus tôt possible pour que le temps fasse son effet. C'est la même chose pour la recherche. Configurez votre recherche passive le plus tôt possible. Après, entrez dans les rayons actifs qui vont vous demander du temps, mais au moins, la machine va fonctionner pour vous. Puis pendant que vous dormez ou vous faites d'autres choses, ça se peut qu'un deal rentre. Bien? Good. JF, un complément là-dessus? Peut-être un petit complément que j'aime bien. Tu sais, oui, moi, mon point primaire, ce serait de choisir un secteur que vous voulez investir dedans, pas s'éparpiller. Au début, on cherche les deals partout. Et là, à cette période-ci de l'année, exemple, c'est de regarder les logements qui sont alloués. Ça nous permet de visiter des immeubles plus rapidement aussi. Ben là, ce secteur-là, je pense que ça serait mon secteur. On est à l'automne. Les logements qui restent alloués, c'est peut-être des immeubles problématiques qui pourraient peut-être être à vendre. Puis en même temps, ça nous aide à explorer notre secteur. Donc, on va visiter 4-5 logements qui sont alloués dans notre secteur qu'on aimerait. On voit quel genre de marché il y a présentement. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire en mode automne et hiver, en période hors location standard. On peut trouver des belles pépites comme ça. On peut arriver dans un logement que la moitié des logements sont vides. On peut voir une opportunité là. Du moins, on explore notre secteur comme ça en période hors marché locatif normal. Moi, j'ai ciblé une Oui. question parce que je connais en fait la réponse pour Montréal, mais je serais curieux de voir comment ça se passe à Québec pour vous, Jean-François et Jean-Pierre. J'habite sur le plateau, donc Karine qui nous dit ça. Pour la première fois, je vois beaucoup de logements non loués suite au 1er juillet. Avez-vous perçu un changement ailleurs dans le marché à ce sujet, malgré la pénurie? Est-ce qu'à Québec, on a des logements un peu plus durs à louer, des baisses aussi peut-être de prix de logements? Jeff, Absolument. je te laisse aller. Absolument. Écoute, c'est majeur la différence cette année. Les gens n'osent pas le dire, mais il y a il y a pas de pénurie de logement présentement. Il y a un besoin de logement moins cher. Ça, c'est vrai. Il y a une pénurie de logement en mode 1000 $. Donc, on a monté beaucoup nos prix dans les dernières années. On est beaucoup plus sélectif d'année en année sur les gens qu'on laisse rentrer dans nos logements, puis avec des critères de plus en plus élevés. Donc, oui, il y a beaucoup plus de vacances. Puis pour parler avec d'autres investisseurs, quand on en parle, ils sont comme crime, oui, il m'en reste un. Avant, il était facile à louer. Il m'en reste deux, il m'en reste trois. Nous, c'est l'année qui nous en reste le plus aussi. Principalement parce que là, on se permet d'être patient aussi. On entend dans la neuve à Québec qu'il y a beaucoup de vacances présentement. Les logements en haut de 2000 $, il n'y a pas de demande pour ça. Je dirais même dans l'usager, dans notre cas, pour mon expérience à moi, quand on commence à dépasser le 13 1400, il y a beaucoup moins de demandes. Fait que oui, il y a des petits réajustements de prix. Je ne dirais pas qu'on baisse les logements, c'est juste qu'ils étaient peut-être un peu haut pour le marché de cette année. Donc, il y a des ajustements à faire absolument. Est-ce que le 6 aurait emballé les gens? Tu sais, hey, 6 let's go, on augmente, mais est-ce que les gens sont capables de le payer? Tu sais, la capacité financière des locataires, tu sais, avec les paniers d'épicerie qui coûtent cher, tout coûte cher, on est taxé partout. Oui, on peut se permettre d'augmenter de 6 mais peut-être que les loyers, justement, qui sont
plus haut de gamme, plus chers, sont peut-être plus durs à louer parce que les gens vont descendre dans la pyramide des logements, Absolument. moins chers. Il fallait les garder, nous, cette année, les gens qui étaient des bons payeurs, des bons locataires, des bons clients, qui étaient déjà sur un prix quand même assez élevé, ont eu des beaux rabais d'augmentation. Là, on parle de du 1-2 pour plusieurs locataires qui ont eu. Un rabais d'augmentation. Ouais. Ben, c'est quand même 3 fois moins pour certains. Donc, c'est un cadeau de dire que merci, tu as été un bon client, on aimerait ça que tu restes chez nous. Ça va bien, ton logement, les logements sont beaux, sont rénovés. Donc, ça, c'est un truc aussi, là, de absolument aller chercher le 6. Si ce logement-là va coûter des sous, à le relouer va coûter peut-être un peu de peinture, un peu de ménage, un peu de ci et ça. Donc, des fois, quand on a un bon client, de le garder à long terme, c'est pas comme tu dis parce que c'est 6 la règle que le marché peut l'absorber nécessairement. À faire Ouais. attention. Effectivement, il y a un coût à changer des locataires. Tu sais, des fois, un locataire qui est déjà au prix du marché, il ne faut pas trop exagérer. Comme tu viens de dire, il y a de la peinture, des fois, il y a endommage la cage d'escalier, il y a l'électricité qu'on va peut-être payer pendant qu'il ne sera pas loué, la vacance peut-être, la peinture, le ménage et tout ça. Donc, il y a un coût à changer de locataire. Des fois, on est peut-être mieux de ne pas trop exagérer comme tu as fait. Bravo pour l'augmentation. Là. Good. Jean-Pierre, sûrement quelque chose à rajouter là-dessus. Ben oui, on le remarque ces derniers mois, ça a touché un plateau, c'est le cas de le dire, là, un peu partout au niveau des locations depuis peut-être 3 mois, mais ce sont des cycles, hein, ça va revenir. Il y a des cycles partout en immobilier. Donc, au niveau de la location, au niveau de l'achat, au niveau au niveau du financement. Donc, c'est un cycle, ça va revenir. Maintenons nos standards, absolument. Comme disait Jean-François, bien, on s'ajuste. Effectivement, on pouvait faire du 5,9 cette année et plus. On se sert de notre jugement. On essaie de conserver nos bons clients, de leur démontrer notre appréciation, notre gratitude. Des gens qui vous aident, des gens, des fois, qui rendent des services, peuvent sortir vos bacs à ordures, peuvent nettoyer les aires communes. Des fois, oui, il y a un contrat, oui, on le paye, mais des fois aussi, c'est fait de bon gré. Moi, j'ai une dame là, dans un immeuble, elle fait du sucre à la crème à tout le monde. Donc, celle qui s'occupe de mes relations à la clientèle de façon incroyable. Elle surveille tout, est au courant de tout. Puis, bon, évidemment, j'ai encadré nos communications, mais elle est extraordinaire. Donc, j'en prends soin. J'en prends soin. Voilà. Tout à fait. Donc, Jean-François, petit mot de la fin de ton côté? Soyez patient, attendez les deals, mais lancez vos annonces de logements à louer un peu partout, comme nous disait tantôt. Puis continuez à faire des offres d'achat, même si le marché est un petit peu plus difficile. Excellent, excellent, super. Ben, écoutez, merci encore. C'est un rendez-vous. Donc, la semaine prochaine, on démarre ça. Chaque lundi, c'est parti. Le 15 septembre, lors du 205e épisode, on va vous parler du financement caché dans votre assurance vie avec Félix Leclerc de Corpo Services Financiers. Et voilà, ben, écoutez, de mon côté, je vous remercie d'avoir pris le lunch avec nous. Je laisse le mot de la fin à notre président, Yvan Cournoyer. Excellent. Bien, merci Jean-Pierre pour cette animation. Merci Jean-François de t'être rendu disponible quand même dans un tournoi de golf. Puis tu es avec le club quand même, c'est l'heure du midi. Chapeau, merci. Plaisir. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. On espère que vous avez apprécié le lunch. Et si vous connaissez des gens intéressés à l'immobilier, partagez la bonne nouvelle, évidemment. Le club a plein de belles choses à vous offrir. On est là avec une équipe d'experts pour vous aider dans votre processus. On a plein d'outils, plein de formations, plein de livres. Donc, merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine, en fait, pour la 205e épisode. Puis, je vous dirais, go, go, go à tous. Bye. Salut tout le monde. Bye bye.